Salam alaikum, Azul Filaoun, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui fait partie des objectifs de mon engagement politique en Algérie depuis 2013, c'est la lutte contre la corruption. Vous savez que depuis que j'ai retrouvé mes droits politiques, civils, administratifs, financiers et nationaux en Algérie, je me suis astreint à un seul objectif qui est le suivant. Comment améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger? Comment redorer l'image de notre pays à l'étranger après 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika qui ont écorné profondément, durablement et négativement l'image de l'Algérie à l'étranger. Et je me suis engagé à essayer d'apporter ma contribution, aussi humble soit-elle, à la meilleure manière d'obtenir à la fois des résultats sur le plan diplomatique et de faire en sorte que l'Algérie ne soit pas perçue comme un pays de corruption. Alors d'aucuns pourraient dire que c'est une utopie. Utopie, c'est-à-dire un vœu pieux. Alors puisqu'on va commencer par parler d'utopie, adressons-nous à celui qui a rendu, j'aimerais dire, normal, philosophique, spirituel, cette idée d'utopie, en l'occurrence Thomas More, le Britannique. Alors c'est un ouvrage qu'il a publié en 1516 et je vais vous lire en 2 mots quelle était la vision de l'utopie de Thomas More. Alors pour information, utopie vient du latin qui s'appelle, ça vient utopos, c'est-à-dire topos, c'est-à-dire lieu, c'est un lieu qui n'existe pas, donc l'utopie, c'est quelque chose qui n'a pas de lieu défini. Allez, bismillah. Malheur au pays où l'avarice et les affections privées, c'est-à-dire les intérêts privés, siègent sur le banc des magistrats. Ce cri aux résonances si modernes, c'est en 1516 que le lance Thomas More, juriste au service de la couronne d'Angleterre, alors porté par Henri VIII. À l'époque, le roi d'Angleterre s'appelait Henri VIII. Pour ceux qui ne le savent pas, Henri VIII a décidé de ne plus respecter l'autorité du pape qui était à Rome pour des raisons d'ordre privé. Et c'est ainsi qu'est née une religion nationale protestante qu'on appelle l'anglicanisme en Angleterre à partir du XVIe siècle. Je poursuis. Triste cire, triste règne. 3 petits points. Abus, corruption, raquette, injustice, iniquité des lois. Iniquité, c'est-à-dire injustice des lois. La société féodale de l'époque offre un tableau d'une violence révoltante aux âmes éprises d'humanité. Thomas More rêve alors d'un autre monde, un peu comme nous en Algérie. Une république exemplaire, c'est-à-dire qui soit citée en exemple à travers le monde entier, où la propriété individuelle et l'argent seraient abolis. D'aucuns diront que c'est un vœu pieux. Une république de citoyens vertueux, amoureux de sagesse et de paix. Ce pays merveilleux, c'est l'utopie. Seuls les philosophes, hélas, ou les fous, sont capables d'y croire. Alors, nous, en tant qu'Algériens, est-ce qu'on croit en l'utopie, c'est-à-dire une république vertueuse où finalement les décideurs de notre pays n'auraient qu'un seul souci, être honnêtes, sages et être au service de la population? Alors on va en parler évidemment car il y a quelques jours a été publié un rapport de la Commission européenne qui parle de la corruption et de l'état de la corruption. Et parmi les pays qui sont cités, il y a l'Algérie. Alors je vais faire un petit aparté sur le plan de la corruption morale, car il y a évidemment différentes formes de corruption, corruption financière, politique, morale, philosophique, religieuse, bref, il y a énormément de formes de corruption. Alors je vais parler d'un petit livre, très sommairement, qui s'appelle le Livre blanc sur la fraude, ou corruption, qui avait été publié par le bureau de campagne de l'ancien candidat aux élections présidentielles qui s'appelle
M. Ali Benflis, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises avant 2019. Vous savez que c'est un homme que je respecte beaucoup. Je sais que certains Algériens ont un point de vue différent, comme pour n'importe quel homme politique dans notre pays, mais je trouve que c'est un homme sage, c'est un homme qui a de l'expérience, c'est un homme de droit. Il était à la fois avocat, bâtonnier, ministre de la Justice, Premier ministre, secrétaire général du FLN et candidat malheureux à plusieurs élections présidentielles algériennes. Et en 2014, lorsqu'il avait essayé d'être candidat aux élections présidentielles, en tout cas il a été de fait candidat aux élections présidentielles, en juin 2014, il a décidé donc de publier ce livre sur la fraude, donc en clair sur la corruption morale et politique en Algérie. Et j'ai trouvé que c'était assez audacieux de sa part, car à l'époque, évidemment, très peu en Algérie parlaient de corruption. Vous savez, j'étais un des seuls à parler de corruption à l'époque. Les Algériens avaient peur, car le feu Abdelaziz Bouteflika, ou plutôt ceux qui parlaient en son nom, avaient exercé un pouvoir sans partage sur l'ensemble des secteurs de la société algérienne, que ce soit le secteur politique, financier, institutionnel, administratif, sportif, etc., etc. Donc je trouvais que ce livre blanc sur la fraude de M. Ali Benflis, où il parle notamment de mécanismes de contrôle et de recours inefficients, était symptomatique de cette époque-là. Alors, est-ce que entre 2014 et 2025, les choses ont évolué? Nous allons en parler. Alors, je vais essayer d'être simple, je vais essayer même d'être sobre. Est-ce que c'est une utopie que de lutter contre la corruption? Alors, à titre personnel, car à un moment donné, il faut aussi parler de ce qui a été fait sur le plan personnel. Vous savez, nous avons 46 millions d'Algériens, plus 7 millions qui vivent à l'étranger. Chacun, en fonction de ses moyens, de son engagement, de son temps, de son degré de courage ou de lâcheté, peut, ou doit, ou essaye, ou envisage de lutter à sa manière, là où il est, contre la corruption, que ce soit dans une municipalité, une APC, que ce soit dans une entreprise privée ou publique, ou dans une institution, bref, chacun là où il est peut lutter contre la corruption, soit en dénonçant des faits de corruption, soit en essayant d'engager une action, que ce soit une action militante, une action juridique, une action politique, une action médiatique ou une action intellectuelle. Bref, il y a diverses formes de lutte contre la corruption que chacun de nous, en tant qu'Algérien, peut, doit ou envisagerait de faire. Alors, vous savez, la lutte contre la corruption, elle m'a coûté très cher, non seulement en Algérie, mais aussi en France. Alors, je vais me concentrer sur la France. Là, c'est un procès-verbal de placement sous contrôle judiciaire qui date du 27 octobre 2016, voilà, du tribunal de grande instance de Paris. Alors, pour éviter que YouTube bloque la vidéo, je ne mets pas les adresses. Donc, vous voyez, procès-verbal de placement sous contrôle judiciaire. Donc, quand on voit un document comme ça, on pourrait dire, mais Rachid, c'est un voleur, c'est un corrompu, il a fait quelque chose de grave. Oui, j'ai lutté contre la corruption. Donc, vous voyez, ça s'adresse à moi, Rachid Nekaz. Alors, que dit ce procès-verbal de placement sous contrôle judiciaire? Donc, du cabinet du juge des libertés de la détention, Didier Rouault, tribunal de grande instance de Paris. 27 octobre 2016 à 16h40. Devant nous, Didier Rouault, juge des libertés de la détention, tribunal de grande instance de Paris, statuant en chambre du conseil assisté de Mathilde Chabert, greffier, vu la saisine du juge des libertés de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire en date du 27 octobre 2016, émanant du procureur de la République, s'il vous plaît, vu le procès-verbal de convocation devant le tribunal avec réquisition de placement sous contrôle judiciaire en date du 27 octobre 2016, a comparu la personne qui nous fournit les renseignements suivants, Rachid Nekaz. Donc on pourrait dire, mais c'est grave, qu'est-ce qu'a encore fait Rachid Nekaz? Alors je poursuis. Donc Rachid Nekaz déclare savoir lire et écrire en langue française. En effet, je suis né en France, donc j'étais à l'école française.
Alors, le prévenu traduit devant le tribunal correctionnel pour y être jugé le 20 janvier 2017. En effet, j'ai été jugé le 20 janvier 2017. C'était l'anniversaire de ma maman. C'était, Allah yarhama, un mois avant qu'elle meure. Vous imaginez? Et oui, c'est le dernier cadeau empoisonné que j'ai fait à ma maman, Rabbi yarhama, l'Hadja Khadija. Alors, le prévenu traduit devant le tribunal correctionnel pour y être jugé le 20 janvier 2017 pour le fait suivant, 2 petits points, d'avoir à Paris, le 26 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, organisé, écoutez-moi bien, organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi. Vous savez que je déclare toujours mes manifestations. Il s'avère que j'avais organisé une manifestation le 26 octobre 2017, mais je l'avais déclarée la veille en préfecture de police de Paris. Ah, ils ont dit que je n'ai pas déclaré cette manifestation dans les conditions fixées par la loi. En effet, c'est ce que j'ai découvert après coup, il faut déclarer la manifestation au moins 2 jours avant la manifestation. Moi, j'avais fait 1 jour avant. Eh oui. Nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Donc, en vertu de l'article 431-9, donc du Code pénal, article L211-1, etc., est réprimé par l'article 431-9, alinéa 1 du Code pénal, article 1-211-12 CSI. Bon, bref. La personne déclare, c'est-à-dire moi, je confirme mon identité, j'ai eu l'autorisation pour la manifestation, je vis en Algérie et non en France, je suis un militant, je ne vis en France qu'une semaine par mois, ce qui était la réalité. L'adresse, donc j'indiquais l'adresse, est celle de ma mère où je reçois mon courrier ici en France. Tout d'un coup, on me dit que cette autorisation n'est pas valable. Les policiers manifestent sans autorisation, on ne leur dit rien. J'ai eu l'autorisation la veille, c'est-à-dire le 25 pour le 26. On est dans l'absurde le plus total. Je prends acte des obligations qui me sont notifiées. Et ça a été tamponné ici. Voilà. Alors, 2 mois après, donc en janvier, le 20 janvier 2017, j'ai effectivement été condamné à 2 mois de prison après avoir été placé sous contrôle judiciaire. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai organisé une manifestation devant l'appartement de la fille de l'ancien Premier ministre, le fameux le Premier ministre algérien que j'ai eu l'occasion de voir pendant 4 mois à la prison de Koléa. Et d'ailleurs, il est fort sympathique. Je me suis dit, mais comment ça se fait en prison? Ils sont tous gentils, alors qu'avant ça, c'est la catastrophe. Donc, ce n'est pas uniquement à cause de M. Abdelmalek Sellal que j'ai été emprisonné, condamné à 2 mois de prison. Regardez. Le 15 novembre 2018, 2e condamnation. Vous voyez, je les ai cumulées, les condamnations. Hein. Voilà, 15 novembre 2018. Alors là, c'est quoi? Par ces motifs, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition greffe, disons n'y avoir lieu à référer sur la demande de liquidation de l'astreinte fixée à 4 000 € par jour par l'ordonnance du 18 décembre 2017. Vous imaginez, j'étais condamné à payer par jour 4 000 € d'amende. Et devinez pourquoi? Écoutez-moi bien. Condamnons M. Rachid Nekaz à payer à M. Nassim Ould-Qaddour. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice française. Regardez. Condamnons M. Rachid Nekaz à payer à M. Nassim Ould-Qaddour. C'était le 15 novembre 2017. 2018, pardon. Écoutez-moi bien. Et à sa femme, Madame Alma Yalla, épouse Ould-Qaddour. Entre-temps, ils ont divorcé. Ah, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Tant à titre personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, Maïssa, Leïna, Ould-Qaddour, la somme, écoutez bien, de 280 000 €. 280 000 €. C'est pas Rachid qui l'invente, c'est la justice française. Alors pourquoi je dois leur donner 280 000 €? Écoutez-moi bien. Au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du référé du 13 juillet 2017. Mais oui. Car en effet, le 13 juillet 2017, la justice française, en l'occurrence, le tribunal à Nanterre, c'est pas très loin de Paris, m'avait condamné déjà à l'époque à payer 2 000 € par jour. Et pourquoi j'étais obligé de payer 2 000 € d'amende par jour? Car je refusais de retirer l'adresse de l'appartement du fils de l'ancien PDG de la Sonatrach, donc Nassim Ould-Qaddour, qu'il avait acheté avec l'argent du peuple algérien.
Donc, parce que j'avais mis l'adresse de son appartement, la justice française m'avait condamné à payer une amende de 2000 € par jour. Et comme j'ai fait appel, bah oui, parce qu'en France, quand vous faites appel, on vous massacre encore plus. L'amende est passée de 2000 € par jour à 4000 € par jour. C'est magnifique la France, non? Et donc voilà. Et donc pour la période du 2 septembre 2017 au 20 janvier 2018. Regardez. Alors vous connaissez, moi je suis un peu têtu. Vous savez, je suis kabyle par ma mère, arabe par mon père, mais je suis Chaoui Ferrassi. Donc je n'ai jamais retiré l'adresse des 2 appartements de Nassim Al-Qaddour à Neuilly-sur-Seine. Et à ce jour, ce n'est pas 280 000 € que je dois à ce monsieur. Devinez combien je lui dois? 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Je vous laisse faire le calcul pour savoir combien ça fait en dinars. 8 millions d'euros, mon seul crime, ça a été de refuser de retirer de la page Facebook l'adresse des 2 appartements de Nassim Al-Qaddour, qui est un petit jeune. C'est le fils d'Al-Qaddour qui a été président de la Sonatrach pendant des années, que j'ai vu, oui, vous savez, la roue elle tourne, hein, je l'ai vu au tribunal d'Alger. D'ailleurs, je l'ai salué avec respect. Vous savez, quand quelqu'un tombe, je ne l'écrase pas. Mais lui, il n'est pas encore tombé. Vous savez ce qui lui est arrivé entre-temps à ce Nassim Al-Qaddour, qui est protégé par la justice française et par l'État français? Il a été condamné, parce que la roue elle tourne. Vous savez, ça c'était à l'époque de feu Bouteflika, regardez, 2018. 15 novembre 2018. Bah, à l'époque, bah, évidemment, le régime Bouteflika était sous la protection de la France. Et bien après, ce Nassim Al-Qaddour, qui était protégé par la justice française, par l'État français, a été condamné, écoutez-moi bien, à 10 ans de prison et un mandat d'arrêt international contre lui, par la justice algérienne. Et devinez, il est où en ce moment? Eh bien, il est en France, il est protégé par la France. C'est magnifique, la France. Et il a acheté une nationalité libanaise. Donc il est né aux États-Unis, donc il a la nationalité américaine. Il a la nationalité française par sa mère et son père. Il a la nationalité algérienne par son père. Et en plus, il a acheté la nationalité libanaise. Et ce monsieur pèse 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Pas 2 milliards de centimes de dinars. Non, 2 milliards de dollars. Lourd, 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 lourd. Il a même été poursuivi par la justice américaine et il a fui. Harb. Il est en France, protégé par la France. Magnifique la France. Donc la France, quand vous luttez contre la corruption, elle vous condamne. Et voici la preuve, regardez. C'est pas beau ça? Donc je dois encore à ce jour à Nassim Al-Qaddour 8 millions d'euros. À l'époque, c'était 280 000 € jusqu'au 15 novembre 2018. Mais 4 000 € par jour depuis le 15 novembre 2018, on est en juin 2025, ça fait 8 millions d'euros. C'est beau la France. C'est magnifique la France. Donc voilà. Donc condamnons M. Rachid Nekaz à payer à M. et à Mme Nassim Al-Qaddour une indemnité de 2 000 € en plus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ben oui, parce que quand vous faites appel, on vous fait payer votre appel de façon supplémentaire. Et ils ont dit, nous rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Donc c'est immédiatement, il faut payer tout de suite. Donc 4 000 € par jour. Et c'est tout de suite qu'il faut les payer. 4 000 € par jour. Voilà. C'est beau ou pas? Donc pour copie certifiée conforme le 20 novembre 2018. Vous voyez, je n'invente rien. Je n'invente rien. Un beau tampon bien bleu. Je suis bab, je suis bab bzaf. Donc vous imaginez? D'abord, contrôle judiciaire, parce que j'ai manifesté devant l'appartement de la fille de l'ancien Premier ministre. Ensuite, condamnation à 2 mois de prison le 20 janvier 2017, à 1 mois du décès de ma maman, Rabbi Rahama, vous imaginez? Bon, tout ça pour vous dire, ça coûte cher, la lutte contre la corruption. Alors, est-ce que depuis ces années-là, ça va mieux en Algérie? Écoutez, quand on voit ce que vient d'annoncer le 11 juin 2025, c'est-à-dire hier, la Commission européenne, donc voilà, je vous lis ce qui est écrit. La Commission européenne met à jour la liste des pays à haut risque afin de renforcer la lutte internationale contre la criminalité organisée. Vous voyez, 11 juin. Donc c'est la Commission européenne par le biais de la représentation en France. Regardez. La Commission européenne a mis à jour sa liste des pays et territoires à haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme. Alors, il y a des abréviations, ça s'appelle LBC pour lutte contre le blanchiment. Voilà, LBC, c'est lutte contre le blanchiment. Et FT, c'est financement du terrorisme. Alors, bismillah. Voilà, vous voyez le beau drapeau européen. Vous savez, je rêverais qu'on ait un beau drapeau de la Fédération nord-africaine et de l'Union africaine, hein, mais réel, hein, pas uniquement dans les mots. Vous savez, nous, on adore se fâcher avec tout le monde. En Afrique, on est les rois du fâchage. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que dit ce rapport? La Commission européenne a mis à jour sa liste des pays et territoires à haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux. Régimes nationaux, c'est-à-dire dans leur dispositif légal de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les entités de l'Union européenne couvertes par le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux sont tenues de faire preuve d'une vigilance accrue dans les transactions impliquant ces pays. Cela est important pour protéger le système financier de l'Union européenne. Donc en clair, quand ils publient des rapports, les Européens, ce n'est pas pour aider les pays de la planète à lutter contre la corruption. Non, 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 ce n'est pas ça la motivation. La motivation, c'est pour protéger le système financier de l'Union européenne. Voilà, c'est écrit ici. C'est pour protéger le système de l'Union européenne. Voilà, le système financier de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans ce rapport? Un certain nombre de juridictions de pays tiers ont été ajoutées à la liste donc de ces pays qui ne luttent pas assez contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Tandis que d'autres juridictions ont été radiées de la liste. Alors, qui a été radié? On va commencer par ceux qui sont de bons élèves aux yeux de la Commission européenne, bien sûr, aux yeux des Blancs, parce que vous savez, on a beau être sorti du système colonial, c'est toujours les Blancs, les Occidentaux qui disent quels sont les pays qui sont démocratiques et autocratiques, quels sont les pays qui sont corrompus, peu corrompus ou beaucoup corrompus. C'est toujours les Blancs qui disent est-ce que les élections, il y a de la fraude ou pas de la fraude? C'est toujours eux qui disent bon, on va envoyer des observateurs pour contrôler si les élections se sont bien passées ou pas. Bref. Oui, c'est toujours les Blancs qui disent bon, est-ce qu'il y a une guerre civile ou pas? Est-ce qu'un président est légitime ou pas? Bref, on est sorti nominalement du système colonial, mais dans les faits, que ce soit pour des raisons politiques, des raisons financières ou des raisons morales, c'est toujours les Occidentaux, les anciennes puissances tutélaires qui sont prescriptrices pour déterminer si un pays est légal, s'il est légitime, s'il est corrompu ou s'il est démocratique, ou pas. Alors, quels sont les bons élèves pour la Commission européenne? Je vous rappelle que dans cette Commission européenne, il y a cinq grandes puissances coloniales. La France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne. Et aujourd'hui, ils nous disent si c'est bien ou pas bien ce qu'on fait. Alors, quels sont les bons élèves pour la Commission européenne? Vous avez la Barbade, vous avez Gibraltar, c'est un tout petit pays, Gibraltar, c'est au sud de l'Espagne, ça dépend d'Angleterre. La Jamaïque, Panama, Philippines, Sénégal. Sénégal, s'il vous plaît. Je connais bien le Sénégal, vous savez, le plan B que j'ai imaginé a fonctionné au Sénégal. L'Ouganda et les Émirats arabes unis. Donc, dans ces bons élèves qui luttent contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, vous avez deux pays africains, en l'occurrence le Sénégal et l'Ouganda, et vous avez un pays arabe, les Émirats arabes unis. Et vous savez, ce n'est pas nos meilleurs amis, hein, mais c'est des bons élèves pour la Commission européenne. Alors maintenant, qui sont les mauvais élèves pour la Commission européenne? Après, on va rentrer dans les détails. Alors, on est obligé de commencer par ordre alphabétique, parce que tout ça se fait par ordre alphabétique. Et dans les mauvais élèves, il y a un pays que nous connaissons tous, c'est l'Algérie, et que nous aimons tous, c'est l'Algérie. Regardez. L'Algérie, mauvais élève. Voilà. Vous arrivez à lire? Allez, voilà, c'est ici. Voilà. Algérie. Voilà. Alors, Algérie, Angola, Côte d'Ivoire, Kenya,
Laos, Liban, Monaco. Monaco, c'est un paradis fiscal, c'est un mauvais élève. Vous savez, Monaco, ça se trouve, c'est au sud de la France. Toute petite principauté. Un peu comme Andorre entre la France et l'Espagne. Donc, Monaco, on peut dire que c'est la France. Mauvais élève, Monaco. Bon, ça va. Namibie, Népal et Venezuela. Alors, Venezuela, c'est un peu comme l'Algérie, vous savez, pays extrêmement riche sur le plan énergétique avec du pétrole. C'est un des pays avec les plus importantes réserves de pétrole au monde, le Venezuela. Alors, on va essayer de décortiquer. Donc, Algérie, Angola, Côte d'Ivoire, Kenya, Namibie, 5 pays africains. Très mauvais élèves. En tout cas, mauvais élèves. Soyons justes. Mauvais élèves. Donc, 5 pays africains. Vous avez Laos, Népal, 2 pays asiatiques. Et vous avez le Liban, pays arabe, Monaco, pays européen, et Venezuela, pays d'Amérique latine. Donc on est dedans. Pour la Commission européenne, l'Algérie vient d'entrer dans les pays qui ont des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc cette étude est parue au mois de mai, c'est-à-dire qu'elle est représentative de ce qui s'est passé jusqu'en 2024. Donc, cette étude ne tient pas compte de ce qui s'est fait depuis janvier 2025. Alors, la liste actualisée tient compte des travaux du groupe d'action financière qu'on appelle GAFI, groupe d'action financière. Donc, en anglais, ça s'appelle le FATF, c'est-à-dire Financial Action Task Force, et en particulier de sa liste des juridictions faisant l'objet d'un suivi renforcé. Donc, vous imaginez l'Algérie, avec les différents pays que je viens d'indiquer, Angola, Côte d'Ivoire, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibie, Népal et Venezuela, fait partie des pays qui font l'objet d'un suivi renforcé. Donc on est un peu comme dans une classe, un élève qui a du mal à suivre. Voilà, donc notre pays, sur le plan de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, on fait partie des élèves qu'il faut suivre, qu'il faut surveiller. Vous imaginez ? On est indépendant depuis le 3-5 juillet 1962, on a un drapeau, on a un passeport, on a des frontières, on a une armée, mais l'Europe a dit, bon, l'Algérie, hein, comme ces autres pays, il faut les suivre, hein, voilà, parce que c'est pas ça encore. Hein. Vous vous rendez compte ? C'est pas uniquement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, c'est aussi pour le financement du terrorisme. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, les Européens ? Ils sont en train de dire que notre pays finance le terrorisme. Est-ce que vous imaginez la gravité de ce rapport de la Commission européenne ? On continue, on poursuit. La Commission est étroitement associée au suivi des progrès réalisés par les juridictions inscrites sur la liste. Voilà, on est comme un élève, voilà. Ah, il a fait des progrès cette année. Ah, bah là, il peut mieux faire. Donc on est dans la catégorie a fait des progrès, mais peut mieux faire. Et cette Commission européenne nous aide à mettre pleinement en œuvre des plans d'action respectifs convenus avec ces fameux groupes d'action financière, les GAFI. L'alignement sur le GAFI est important pour respecter l'engagement de l'Union européenne à promouvoir et à mettre en œuvre les normes mondiales. Vous vous rendez compte ? Vous savez qu'on a signé un accord avec l'Union européenne en 2005 et l'Algérie, vous savez combien elle a perdu ? 30 milliards de dollars à cause de cet accord d'association avec l'Union européenne. Alors l'Algérie, vous savez qu'elle a remis en question cet accord d'association. Et maintenant, comme on a remis en question l'accord d'association, c'est une hypothèse que j'émets. C'est simplement une hypothèse que le citoyen Rachid Nekaz émet. Depuis qu'on a décidé de remettre en question l'accord d'association avec l'Union européenne, là tout d'un coup, la Commission européenne a décidé de nous rajouter à ce qu'on appelle la liste grise, c'est-à-dire des pays qui ne luttent pas assez contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. C'est juste une hypothèse que j'émets, à démontrer, à vérifier, à étudier. Il y a 46 millions d'Algériens, plus 7 millions de la diaspora. Nous avons des spécialistes, j'espère que nous avons des spécialistes qui vont répondre au fait que l'Algérie est considérée comme,
Venezuela, le Kenya, Laos. Bon, Monaco, c'est pas grave, c'est pas gênant. Bon, on poursuit. L'article 9 de la 4e directive anti-blanchiment charge la Commission de mettre régulièrement à jour la liste des pays et territoires tiers à haut risque. Vous imaginez, on nous a mis dans la catégorie des pays à haut risque. La mise à jour de la liste prend la forme juridique d'un règlement délégué qui entrera en vigueur après examen et non d'objection du Parlement européen et du Conseil dans un délai d'1 mois, qui peut être prolongé d'1 mois. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que le Parlement européen, qui est un parlement politique, c'est lui qui décide de mettre en vigueur cette liste et de dire qui sont les bons et les mauvais élèves en termes de lutte contre le blanchiment d'argent des capitaux et de lutte contre le financement des terroristes. Vous imaginez? C'est un organisme politique qui décide, bon, toi tu es un bon élève, toi tu es un mauvais élève. Et je vous ai fait le lien entre le fait que l'Algérie fait partie maintenant de cette liste grise des pays à haut risque et le fait que l'Algérie a décidé de remettre en question l'accord d'association avec l'Union européenne. Voilà ce que nos amis européens ont décidé de publier au mois de mai. Alors vous savez que l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Et nous faisons partie donc maintenant, selon la Commission européenne, parmi les pays à haut risque en termes de fragilité ou de dysfonctionnement dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, alors que l'Algérie lutte tous les jours contre le terrorisme. Et vous savez qu'on a payé le prix cher dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Alors, ces fameux GAFI, en français, groupe d'action financière, et qu'on appelle en anglais Financial Action Task Force, les FATF, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les GAFI identifient les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont faibles dans 2 documents publics du GAFI qui sont délivrés 3 fois par an. Donc 3 fois par an, nous avons l'Europe qui analyse, qui scrute, qui étudie et qui dit voilà, les bons et les mauvais élèves. Le processus du GAFI visant à répertorier publiquement les pays dont les régimes de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement des terrorismes sont faibles, c'est avéré efficace. Ben oui, évidemment, ils ne se remettent pas en question, nos amis européens. En février 2025, le GAFI a examiné 139 pays et juridictions et en a identifié publiquement 114. Parmi ceux-ci, 86, donc 86 sur 114, ont depuis procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leur faiblesse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ont été retirés du processus. Mais nous, on n'a pas été retirés, on a été intégrés. Alors, voici les juridictions. Alors, quand ils disent juridiction, c'est-à-dire pays. Pays à haut risque faisant l'objet d'un appel à l'action, c'est-à-dire liste noire. Alors, est-ce que l'Algérie fait partie de la liste noire? Alors, vous connaissez la qualité des journalistes algériens dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Je parle des jeunes journalistes. Je ne vous parle pas des anciens qui ont une grande culture, qui ont une grande expérience. Regardez, Algérie 360. Vous vous en souvenez quand Algérie 360 a remis en question le fait que j'avais dit que Total avait obtenu le renouvellement de 2 contrats de pétrole et de gaz, donc gaz à TFT et pétrole à Hassi Barkin, et j'avais dit que dans le cadre de ces renouvellements de contrats, Total bénéficiait de 25 ans de pétrole gratuit et de gaz gratuit. Algérie 360 avait cité un article français de 20 minutes pour essayer de me discréditer. Alors, que dit Algérie 360, journaliste, bon, je ne vais pas citer son nom pour ne pas l'embêter. Blanchiment d'argent, 2 petits points. L'Algérie rejoint la liste noire de l'Union européenne aux côtés du Liban. Voilà, je cache son nom. Mais est-ce que l'Algérie fait partie de la liste noire? Est-ce que c'est bien ça qui est écrit, hein, mes chers journalistes algériens? Donc ça date du 11 juin 18h05. Ce qu'il faut toujours vérifier, n'est-ce pas? Allez, basmallah. Est-ce que Algérie 360 a raison? Parce que, vous savez, moi, je vais à la source. Hein. Je publie le rapport. 41 pages. 41 pages. Voilà, je l'ai imprimé. Hop. Et pour voir si l'Algérie fait partie des listes noires.
Donc c'est le dossier spécial qui a été publié en mai 2024, le premier, sur l'Algérie. Voilà. Alors MENA, vous savez ce que ça veut dire, Middle East, North Africa. Donc c'est le Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc FATF, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est the Financial Action Task Force. Alors, il y a 3 pays qui font partie de la liste noire. Est-ce que l'Algérie en fait partie? Alors, bismillah, ça a été mis à jour le 21 février 2025. Vous avez la République démocratique, populaire démocratique de Corée. Corée, pas Algérie. Corée. Iran et Myanmar. Myanmar, vous savez c'est qui? C'est la Birmanie. Regardez. Liste noire, vous la voyez la liste noire. République populaire démocratique de Corée, Iran et Myanmar, c'est-à-dire la Birmanie. Comme par hasard, c'est 3 pays asiatiques. Donc, c'est les juridictions à haut risque soumises à l'action. Voilà. Soumises à l'action, c'est-à-dire liste noire. Donc, mes amis de Algérie 360, la prochaine fois, vérifiez vos sources avant de dire que l'Algérie fait partie de la liste noire. Non, l'Algérie ne fait pas partie de la liste noire des pays à haut risque. L'Algérie fait partie de la liste grise. Voilà. Compétence ou surveillance accrue, c'est-à-dire liste grise. Donc notre pays fait partie des juridictions sous surveillance accrue, c'est-à-dire la liste grise et non pas la liste noire. Il n'y a que la Corée du Nord, l'Iran et la Birmanie. Allez, bismillah. La liste grise. Cette déclaration identifie les pays qui travaillent activement avec le GAFI, c'est-à-dire cet organisme qui lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Vous savez, ils s'intéressent aussi à tout ce qui est nucléaire. Lorsque les groupes d'action financiers, donc le GAFI, placent une juridiction, c'est-à-dire un pays sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus et qui fait l'objet d'un suivi accru. Donc l'Algérie collabore, mais peut mieux faire. Et dans ces pays qui font partie de la liste grise, vous voyez, voilà, liste grise, vous avez le premier, Algérie, dans l'ordre alphabétique. Voilà, tous ces pays-là. Alors, en vrac, Algérie, Angola, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Croatie, République démocratique du Congo, Haïti, Kenya, République démocratique populaire du Laos, Liban, Mali, Monaco, Mozambique, Namibie, Népal, Nigeria, Afrique du Sud aussi, Soudan du Sud, vous savez, ils ont eu l'indépendance, mais apparemment ils font partie de la liste grise, Syrie, vous savez pourquoi, Tanzanie, Venezuela, Vietnam, Yémen. Voilà tous ces pays-là. Pour en savoir plus sur le réseau mondial du GAFI, cliquez sur l'icône. Voilà, vous avez tous les organismes. Il y en a 9 qui travaillent avec la Commission européenne. Voilà, les 9 organismes. Voilà, et le rapport, il est là. Spécifique à l'Algérie. Il fait 41 pages, il est en anglais. Donc, pour ceux qui veulent lire, c'est en anglais. Donc, évidemment, cet organisme pointe certains dysfonctionnements par rapport à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais l'Algérie s'est engagée à apporter un certain nombre de modifications, certain nombre de mises à jour sur le plan juridique et sur le plan réglementaire pour sortir de cette liste grise des pays qui ne luttent pas assez contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on voit au niveau de la partie conclusion, où en clair, la Commission européenne dit essayez quand même de faire des efforts. C'est vrai que vous avez fait beaucoup d'efforts, mais vous pouvez en faire davantage. Alors, pourquoi on est considéré comme un pays corrompu? Vous savez pourquoi? C'est parce que l'Algérie, elle a le malheur d'avoir ce qu'on appelle l'or noir. L'or noir, il a la même couleur que cette cravate que j'ai portée aujourd'hui. Cet or noir
représente plus de 90% des devises dans notre pays. Donc les devises de notre pays ne viennent pas du travail. Ils ne viennent pas des salariés ni des entrepreneurs. Les devises viennent d'une ressource, or noir et gaz, donc pétrole et gaz, qui viennent du bon Dieu, Allah subhanahu. Donc les Algériens ne participent ou participent très peu à la création de richesses. Si nous n'avions pas de pétrole et de gaz, vous savez que nous serions dans une situation extrêmement difficile. Et cet or noir, donc le pétrole et le gaz, favorisent terriblement la corruption. Tout à l'heure, je me suis un peu attardé sur le Venezuela, qui a exactement les mêmes problèmes que l'Algérie, c'est-à-dire que les pays qui ont du pétrole et du gaz sont extrêmement corrompus. Car c'est de l'argent facile. Et il y a tout un système qui a été mis en place, notamment avec les multinationales comme Total, pour justement détourner des millions de dollars, pour ne pas parler de milliards de dollars. Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure de Nassim Al-Qaddour. Il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place entre les pays producteurs de pétrole ou de gaz et les multinationales pour détourner dans des banques étrangères, notamment dans les paradis fiscaux, des milliards de dollars de la corruption et de pots de vin. Alors, je vais vous citer quelques noms, vous les connaissez. Vous connaissez ce duo de choc, regardez, à l'aéroport d'Alger. Vous savez, c'est le salon VIP. Regardez, c'est Emmanuel Macron sur son tweet qui avait publié le 11 novembre 2014 avec Abdeslam Bouchouareb. Vous savez, c'est une grande histoire d'amitié, d'amour, d'intérêt entre les deux hommes. Vous savez, normalement, le 11 novembre, un homme politique français, il va devant la mémoire du soldat inconnu, vous voyez, devant... Ah non, lui, il fait des business à Alger, regardez. Et depuis 2017, c'est le grand amour, le grand amour entre Emmanuel Macron et Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie. Regardez les belles photos. Regardez les belles photos. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. C'est beau l'amitié, l'amour, les intérêts. Regardez. Je ne sais pas combien de fois ils se sont rencontrés, ces deux hommes. Regardez. Incroyable. Et là, vous allez au milieu, là, vous avez avec le sourire, là. L'ancien ministre de l'économie, ancien Premier ministre, ancien président du Conseil constitutionnel français, monsieur Laurent Fabius, plus jeune Premier ministre de France avant que ce monsieur devienne président. Regardez, une belle histoire, hein. Vous savez, la politique, le business, ça va bien ensemble, regardez. Ils ne se quittent plus, regardez. Ils sont ensemble tout le temps. Ah, Emmanuel Macron, il aime bien les ministres algériens corrompus, hein, regardez. Main dans la poche. C'est magnifique, hein. Donc, vous savez que c'est sous Emmanuel Macron que j'ai été condamné à 2 mois de prison et à payer 1 million d'euros à notre ami Nassim Al-Qaddour. Tout ça parce que j'ai mis l'adresse d'un appartement à Neuilly-sur-Seine. Vous imaginez? Ouais, c'est Emmanuel Macron, et c'est sous Emmanuel Macron j'étais emprisonné à Fresnes. Et qu'on a saisi tous mes comptes bancaires, qu'on a saisi, bloqué tous mes comptes bancaires, saisi tous mes appartements. Regardez. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, là? Regardez. Emmanuel Macron et Abdeslam Bouchouareb. C'est incroyable, quand même. Hein. Donc, en France, quand vous êtes corrompu, vous avez l'amitié du président de la République, et quand vous luttez contre la corruption, on vous condamne à de la prison. Voilà. Et là, le 3 décembre 2014. C'était sur le site officiel du ministre de l'économie, qui était à l'époque Emmanuel Macron. Regardez ce qu'il a mis. Donc 3 décembre 2014, 9h30, accueil de Abdeslam Bouchouareb par Emmanuel Macron. Et à 10h, signature des 8 protocoles. Business. Vous pouvez vérifier, c'est sur le site officiel du ministère de l'économie français. Rencontre entre Emmanuel Macron et Abdeslam Bouchouareb. Comme s'ils ne s'étaient pas assez rencontrés comme ça. Ouais, c'est incroyable quand même. Hein. Donc, signature de 8 protocoles. C'est beau le business quand même. Hein. Et ça tombe bien, vous savez, moi j'étais emprisonné en Algérie le 4 décembre 2019. Et là, c'était le 3 décembre 2014, 5 ans avant, Bouchouareb et Emmanuel Macron, ils signent 8 protocoles. Puis moi, je vais en prison. C'est beau, c'est magnifique. Alors, regardez,
Le pauvre Abdeslam Bouchouareb, il a été écorché par le scandale des Panama Papers. Regardez, il a des comptes en Suisse, au Luxembourg, Panama. Il a une société qui s'appelle Royal Arrival, on va le dire en français, Arrival Corporation, qu'il a créé le 1er avril 2015. Oh, bah oui, écoutez, regardez, créé le 1er avril 2015. C'est beau, non? 1er avril 2015. Ben oui, parce qu'il faut bien cacher l'argent qu'il a... Regardez. Ben oui, les 8 protocoles qu'il a fait avec Emmanuel Macron, regardez. Ça date du 3 décembre... 3 décembre 2014, site officiel du ministère de l'économie français. Il a signé 8 protocoles avec Emmanuel Macron. Donc, alors, on calcule. Donc, 3 décembre 2014. Donc, janvier, février, mars, avril. Ça fait 4 mois. 4 mois après, ben, qu'est-ce qu'il fait 4 mois après? Ben, il crée une société, voyons. Royal Arrival Corporation. Regardez, c'est pas beau, ça. 4 mois après la rencontre... 4 mois après les 8 protocoles signés avec Emmanuel Macron, bah oui. Et puis, peut-être qu'il y a des désirs de... Peut-être qu'il veut devenir le roi d'Algérie. Hein. Regardez, il a choisi le mot royal, l'adjectif royal. Oui, peut-être qu'il voulait, après feu Abdelaziz Bouteflika, peut-être qu'il voulait être le premier roi d'Algérie, après Massinissa, etc. C'est bon, hein? Je trouve ça génial. Alors qu'il était ministre, hein, normalement, on est ministre, on s'occupe de l'Algérie, des intérêts de l'Algérie, du peuple algérien, des entreprises algériennes, voilà. Non. Abdeslam Bouchouareb, hein. Non, Abdeslam Bouchouareb, vous savez, il est tout seul à l'aéroport d'Alger, discute avec Macron, grand amour, grande amitié. Non. Il faut se remplir les poches un petit peu. Alors, activité de l'entreprise de M. Abdeslam Bouchouareb. Et je n'invente rien, regardez, c'est bien son nom là, non? Monsieur Bouchouareb Abdeslam. Owner, c'est-à-dire le propriétaire. Bon. Alors, business international, agent commercial, représentation commerciale, négociation, contrats commerciaux. Ça fait beaucoup, ça. Dans le domaine des travaux publics, du train et maritime, activité maritime. Regardez, je n'invente rien. Mais il est extraordinaire, Abdeslam Bouchouareb. Vous avez compris pourquoi on a du mal à sortir de la catégorie des pays qui ont du blanchiment d'argent? De la lutte contre le blanchiment d'argent? Bah oui, si la France nous aide à blanchir l'argent, pas moi, vous savez. Alors ils ont essayé de me salir, ils ont tout fait pour me salir, mais ils ont du mal, hein. Le général Denis Favier, le vice-président de Total, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais il a fait des erreurs. Et donc maintenant, c'est lui-même qui est mis en examen. Vous imaginez? J'ai réussi à mettre en examen le général français Denis Favier, vice-président du groupe Total. Alors ça va mettre des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais allez, c'est pas grave. Même si je meurs, il y aura mon fils. Si c'est pas mon fils, il y aura d'autres. On va aller jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout mon temps, Inch'Allah. Donc vous voyez, c'est à cause des gens comme ça qu'on a du mal à lutter contre le blanchiment d'argent. Regardez. C'est un document officiel, vous savez, je n'invente rien. Alors, je vous ai déjà publié à l'époque, hein, 2015, 2016, les actes notariés de notre ami Abdeslam Bouchouareb. Vous savez, quand vous voyez ça, excusez-moi d'être familier, mais vous êtes dégoûté. Vous êtes dégoûté par tous ces voyous qu'il y a dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Regardez. Des délinquants en nœud papillon. Regardez. Cheikh Ibrahim avec sa femme, palestinienne. Vous imaginez? Vous vous rendez compte, ce monsieur a été haut fonctionnaire à la Banque mondiale, il a été président de la Sonatrach et en même temps ministre de l'énergie et des mines. Vous imaginez, il contrôlait tout. Et vous savez que la Sonatrach, c'est 90% des devises du pays. Et bien lui, il faisait ce qu'il voulait avec. Alors il a commencé à prendre de l'argent et à donner à ses copains, à ses copines, etc. Mais évidemment, ils peuvent faire la fête. Vous avez compris pourquoi on a du mal à sortir de la catégorie de la liste grise.
Alors, il n'y a pas que lui, vous savez, vous avez... Regardez comment il se tient, regardez, il met les deux bras comme ça. Là. Il ne savent même pas se tenir. Regardez, à Marseille, à cause de lui, sa famille, j'ai eu le nez cassé et j'entends plus rien de l'oreille droite. Mon oreille droite détruite à 100%. En tout cas, le système auditif de l'oreille droite détruit à 100% à cause des corrompus comme ça. Et vous avez vu la vidéo 6 octobre 2017. Je revenais de Birmanie pour soutenir les Rohingyas, les musulmans Rohingyas de Birmanie, avec feu le député courageux Hassan Haribi, Rabbi Rahmon, Inch'Allah, il est mort. Rabbi Rahmon. C'était le seul parlementaire algérien qui a accepté de venir avec moi en Birmanie pour apporter notre soutien aux Rohingyas musulmans de Birmanie qui ont été expulsés. Plus d'1 million ont été expulsés, massacrés, déchiquetés. Et oui. Alors, heureusement que le député Hassan Haribi a été autorisé à entrer en territoire birman. Moi, j'ai été expulsé. Et le lendemain de mon arrivée à Paris, où j'allais organiser une manifestation contre le bien mal acquis, l'appartement qu'il avait acheté avec l'argent du peuple algérien, ben, j'ai eu le nez cassé et j'ai failli mourir. Heureusement qu'il y avait les policiers municipaux. Vous imaginez? C'est dur hein, de lutter contre la corruption, c'est pas facile. Regardez-moi ça. Et là, il se balade tranquillement entre le Maroc et l'Angleterre. Alors, je vous ai dit, c'est à cause de l'or noir qu'on a des problèmes. Et notamment à cause de cette entreprise-là, Total. Et Total. Total qui a mis en place un programme de prévention et de lutte contre la corruption. Incroyable. Total. Regardez. Total. 300 personnes. Hein. Total a embauché 300 personnes dans le cadre de son programme de lutte contre la corruption. Vous imaginez? Regardez, 8 pages. Mais il faut lire, hein, il faut lire pour voir dans quel monde nous vivons. Total, partenaire de l'Algérie, hein, partenaire de la Sonatrach, Total. Total. Regardez Total. Vous savez que j'ai combattu Total. Ça m'a coûté cher, Total. Hein. Denis Favier. Donc, ils sont présents dans 130 pays, 100 000 employés, vous imaginez? Qui sont potentiellement des corrupteurs. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Vous savez, quand vous voyez ça, quand vous voyez l'hypocrisie de la France, vous avez vu Emmanuel Macron avec Abdeslam Bouchouel, signature de 8 protocoles, 4 mois après, il ouvre une entreprise à Panama, en Suisse, au Luxembourg, pour l'argent qu'il a gagné avec les entreprises françaises, il les a placés, évidemment. Et aujourd'hui, il est toujours en France, protégé par l'État français, protégé par M. Macron, alors qu'il a été condamné en Algérie à 5 fois 20 années de prison pour corruption, détournement de fonds, blanchiment de capitaux. Et la France dit non, c'est le grand ami de la France. Et il est tranquille sur la côte d'Azur. Il n'a même pas fait une seconde en garde à vue, alors que moi, vous savez, j'étais emprisonné. Et Total, comme ils sont mignons. Ils ont créé une adresse email qui s'appelle éthique@total.com. Ben oui, parce que c'est une entreprise éthique, Total, évidemment. Elle est morale, c'est incroyable. On a l'impression que c'est comme un prêtre. Regardez, prévention et lutte contre la corruption. Incroyable. Hein. Alors, Total, regardez Total. Total condamné pour corruption en marge d'un contrat gazier en Iran. C'est génial, non? Pétrolier français était jugé pour avoir versé 30 millions de dollars de pots de vin des intermédiaires iraniens entre 2000 et 2004. Ben oui, ce sont ces entreprises-là qui font de la corruption. C'est pour ça qu'après, nous, on a du mal. Ben oui, imaginez. Vous travaillez à Sonatrach, vous êtes payé, je ne sais pas, moi, 8 millions, 15 millions de centimes de dinars. Ou 20 millions. Et Total, de dinars, hein, centimes. Tout d'un coup, Total vous offre 1 million, 2 millions, 3 millions, 4, 10, 15, 20 millions de dollars. Bah, vous allez dire, oui, c'est pas grave, bon, allez. J'oublie mon passeport algérien, j'oublie mon drapeau algérien, j'oublie les chouhada, j'oublie tout. Et puis bon, je négocie avec Total. Bon, ok, bah, mettez-moi l'argent en Suisse, à Panama, au Luxembourg.
Mettez-moi l'argent à Macao, à Hong Kong. Vous vous souvenez, j'avais été à Hong Kong au mois de novembre 2019. Et juste après, j'étais emprisonné. Vous vous en souvenez ou pas? Bah oui, parce que c'est là-bas qu'ils mettent une partie de l'argent. Total, mais une partie de l'argent de nos amis. Là-bas, bah, c'est dur de résister. Bah oui. Puis les employés, ou plutôt les responsables de Sonatrach, ils ont des femmes, des enfants. Il faut assurer leur avenir, il faut qu'ils fassent des études. Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est très compliqué. Et donc voilà, Total est condamné à chaque fois pour corruption. Regardez, hop, corruption. Total paiera 398 millions de dollars dans un dossier de corruption en Iran. C'est les Américains qui leur ont dit attention, hein, corruption, attention, il faut payer, hein, sinon on va vous ridiculiser à travers le monde entier. Vous vous rendez compte? Les Français là qui nous donnent des leçons matin, midi et soir, archi corrompus les Français, archi corrompus. Et c'est les Américains qui ont obligé les Français à mettre en place un programme de lutte contre la corruption. Vous imaginez? C'est un peu comme aujourd'hui les Français. Voilà, je vais ramener où est-ce qu'ils sont les Français là, nos amis français. Les Européens, pardon. Les Européens, voilà, les Européens, ceux qui disent à l'Algérie, attention, il faut lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, attention. Hein. Et bien les Américains, ils ont fait exactement la même chose avec Total. Attention, hein, maintenant, je vous ai donné une amende, 398 millions de dollars, parce que vous avez corrompu des responsables iraniens. Bon, maintenant, il faut mettre en place un programme de lutte contre la corruption, et puis voilà, en couleur, hein, il faut mettre ça sur Internet et tout, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Il faut embaucher des gens et tout, alors qu'ils passent leur temps à corrompre. Hein. Ils passent leur temps à corrompre. Bon, nos amis Total. Total inquiété pour corruption. Oh, les pauvres Total, pour corruption. Vous vous rendez compte? Ils disent qu'il faut lutter contre la corruption, alors que c'est eux-mêmes qui font de la corruption. Regardez, hop. Incroyable, hein. Allez, on continue. Corruption en Iran, confiscation de 250 millions d'euros et amende de 750 000 euros requis contre Total. Oh là là, les pauvres Total, regardez Total. Vous avez compris pourquoi on a du mal à lutter contre la corruption en Algérie? Mais je continue. Total confirme la fin amiable de l'enquête américaine. Bah oui, c'est le site officiel de Total. Hein. D'un côté, ils avouent qu'ils ont payé une amende. Hein. Ils ont fait une négociation à l'amiable, voilà. 398 millions de dollars d'amende. Pour éviter un procès, mais à côté de ça, ils disent nous, on lutte contre la corruption. Regardez, c'est beau, c'est pas beau. Je vous ai dit, c'est. Moi, heureusement que j'ai le sourire. Avec tout ce qui m'est arrivé, évidemment que j'ai le sourire. Vous savez, on est dans un monde de fous. Vous avez vu ce qui s'est passé en Inde? Un Boeing qui s'est écrasé, 242 morts, Arbir Hamoum, et un seul survivant. Le siège 11A. Et oui, il y a des miracles sur Terre, mais il y a aussi des tragédies. Donc quand on voit des gens qui... Vous savez, il y a 242 familles qui vivent l'enfer aujourd'hui. Alors évidemment, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, il n'y a rien de grave, Mais je dénoncerai toujours la corruption. Voilà, déclaration de Total après le jugement dans le dossier South Pars en Iran. Voilà, 21 décembre 2018. Bah oui, ils avouent qu'ils ont été condamnés aussi à 500 000 euros d'amende, voilà. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, c'est le site officiel de Total. Et c'est dans toute la presse, bien sûr. Amende de 750 000 euros requis contre Total. Vous vous rendez compte, même la nourriture des enfants irakiens, ils ont trouvé le moyen de faire de la corruption totale. Vous imaginez? C'est une honte. C'est une honte. En tout cas, tout ça pour vous dire que la Sonatrach, qui est le premier groupe d'hydrocarbures en Afrique, malheureusement, depuis 60 ans, elle est archi corrompue. Cheikh Ibrahim, Traddol, etc. Scandale de corruption, Sonatrach 1, Sonatrach 2. Parce que le pétrole et le gaz favorisent la corruption. Et vous savez que Total passe son temps à corrompre tous les pays, toutes les sociétés avec lesquelles elle travaille. Et vous le savez, c'est pas moi qui le dis, c'est les Américains, la justice américaine, la justice française, etc. Et c'est pour ça que Traddol, il a pris 10 ans de prison. Il a dit que la Sonatrach, elle perdait 8 milliards de dollars par an. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 8 milliards de dollars? Et vous savez pourquoi? Car la corruption est un système. On ne peut pas lutter comme ça. Regardez le président algérien.
quand il était Premier ministre, chef du gouvernement, entre mai et août 2017, il a tout fait pour essayer de lutter contre la corruption. Et au bout de 3 mois, il a été limogé. Parce qu'il y a des racines profondes. La corruption a des racines profondes. On perd 8 milliards de dollars. On fait exprès de faire des contrats bâclés, comme ça, pour être sûr que si la Sonatrach saisit les tribunaux internationaux, bah, on sait qu'on va perdre, mais les multinationales étrangères, vous inquiétez pas, vont donner de l'argent, comme à Abdelkader, comme à Abdeslam Bouchouareb, à Amar Saïdani, etc., etc., etc. Regardez, les 2 Golden Boys algériens, regardez comment ils sont beaux, comment ils sont mignons, regardez, c'est beau avec l'argent du pétrole, du gaz. Ils sont condamnés en Algérie 10 ans, 20 ans de prison, mandat d'arrêt international. Personne ne va les chercher. Comme Abdeslam Bouchouareb. Personne ne va les chercher. 2 milliards de dollars. Et lui, pareil, lui, Chakib Khalil lui a prêté 2 milliards de dollars pour jouer en bourse. Vous imaginez? Et les Algériens, tranquilles, Qalbellouz, El Maqrouz, parce que ça vient pas de leur poche, ça vient de Rabbi Subhanahu, ça vient du bon Dieu, le pétrole, le gaz, ça vient pas des impôts. Donc c'est pour ça que les Algériens, bon, oui, les Algériens, bon, ils vont pas manifester, ils vont pas mettre en place des procédures judiciaires, ils vont pas pleurer, non, c'est pas grave, allez, ken khir, comme on dit chez nous. Mais eux, là, ils sont tranquilles, ils sont en liberté. Hein. Condamnés par la justice algérienne, condamnés par la justice italienne, mais ils sont tranquilles. Avec 4-5 passeports, ils se baladent, Dubaï, Paris, Beyrouth, tout va bien. Tout va bien. Et c'est à cause de lui, c'est lui, Nassim Morkado. Je lui dois 8 millions d'euros. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice française. Elle m'a dit, monsieur Nekaz, il faut payer, hein. Il faut payer, monsieur Nassim Morkado, hein, attention, hein. Parce que vous avez fait une bêtise, hein, vous avez publié son adresse. Regardez, Nassim Morkado, c'est lui. Et regardez, je lui dois 8 millions. 4 000 euros par jour depuis novembre 2018. Eh oui, c'est lui. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous lutter contre la corruption avec des gens protégés par des États? Mais c'est impossible. Mais c'est impossible, mes chers compatriotes. Regardez, il n'a même pas fait 1 minute en garde à vue ni en prison. Les deux là, les deux Golden Boys là. Parce que vous pensez que quand ils meurent, les anciens, vous croyez qu'il y a un changement qui va se faire naturellement? Non, parce que leurs fils, ils ont fait des études, vous savez, lui là. Farid Bejaoui là, Farid Bejaoui. Le neveu du grand ambassadeur, grand ministre, etc., etc., Mohamed Bejaoui. Il a fait HEC, hautes études commerciales à Montréal. Donc ils connaissent, ils ont étudié les systèmes financiers, les systèmes de corruption. Et lui, c'est pareil, Nassim Morkado, il a étudié les finances. C'est un excellent trader. Il achète et vend du pétrole pour sa poche. Donc, c'est devenu une dynastie de familles corrompues. Vous savez, c'est quoi des dynasties? C'est comme à l'époque de l'Ancien Régime. Il y avait donc le roi tout là-haut, il y avait les nobles, donc il y avait la noblesse d'épée, noblesse de robe, il y avait les ducs, les comtes, les vicomtes. Voilà, ça c'est les ducs de la corruption. Et après, eux, leurs propres enfants, ils vont faire des très hautes études. Pareil, ils vont développer un système de corruption encore beaucoup plus sophistiqué, de façon à ce qu'il n'y ait pas de traçabilité. Oui, non, c'est dur. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, pour lutter contre la corruption, ça va être extrêmement difficile. 41 pages. Le rapport sur les dysfonctionnements dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des terroristes. Tant que vous avez des jeunes brillants, parce qu'ils sont brillants, attention, hein. Déjà, Chakib Khalil Prado sont extrêmement brillants, mais corrompus. Mais alors, leurs enfants, waouh! Ils peuvent ces deux-là, croyez-moi, ils peuvent obtenir le prix Nobel de la corruption. Par exemple, Chakib Khalil, il a un fils, il s'appelle Khaldoun. Vous imaginez, il a appelé son fils Khaldoun. Vous imaginez, il pensait peut-être que ça allait devenir un génie de l'intellect, ou de la sociologie, ou de la philosophie d'histoire. Non, c'est devenu des génies de la corruption. Donc tous ces gens-là,
qui ont été au pouvoir pendant si longtemps, pendant Bouteflika, ils ont des enfants extrêmement doués dans la corruption internationale. Et ils ont des copains brillants en France, en Allemagne, en Angleterre, en Chine, aux États-Unis, au Venezuela, à Hong Kong. Oui, parce que c'est un réseau, la corruption. C'est un réseau mondial. Ah, et voilà, le malheur de l'Algérie, c'est la Sonatrach, c'est l'or noir, le gaz et le pétrole. Car évidemment, vous croyez qu'on peut contrôler du gaz qui passe dans des gazoducs ou dans des méthaniers? Vous croyez que du pétrole qui passe dans des oléoducs, vous croyez qu'on peut contrôler pour savoir il y a combien qui part, combien d'argent qui rentre? Le Nigeria a le même problème. Très compliqué de lutter contre la corruption. C'est pour ça que je soutiens l'action du président de la République, c'est Abdelmadjid Tebboune, car je sais que c'est pas facile. Quand vous avez des pays qui ne veulent même pas collaborer avec l'Algérie pour extrader Nassim Ouattara, protégé par la France, pour extrader Farid Bejaoui, protégé par la France, pour extrader... Où est-ce qu'il est, le beau gosse là? Pour extrader Shakib Khalil, protégé par les États-Unis. Voilà, Habibna. Vous savez, il y a tellement de feuilles, je ne sais plus quoi vous dire. Mais tellement de feuilles. Pour extrader Abdeslam Bouchouareb, protégé par la France et défendu par une avocate stagiaire. Pardon, c'est l'Algérie qui défend le dossier d'extradition. Plutôt, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Donc notre beau pays a fait appel à une stagiaire avocate pour défendre la demande d'extradition d'Abdeslam Bouchouareb en Algérie. Évidemment qu'on a échoué. Et ce cabinet d'avocats et le patron, monsieur Maître Kevin Grossman, est un juif du Maroc. Vous savez qu'on a d'excellentes relations et avec Israël et avec le Maroc. Et nous, on fait appel à un cabinet, pas nous, hein. En tout cas, un homme au ministère de la Justice, je suppose, ou à l'ambassade à Paris, je ne sais pas, il fait appel à un cabinet d'avocats dont le patron est juif marocain. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour nos cousins juifs. Vous savez, on a le même patriarche, hein, c'est Abraham. Sidna Abraham, d'ailleurs, on vient de fêter... la grande fête religieuse et spirituelle de l'Eid, El-Kébir. Donc c'est nos cousins les juifs, il n'y a pas de problème avec nos cousins juifs. Mais il est avocat juif marocain, donc juif, donc Israël, donc deux pays avec qui on a d'excellentes relations. Et en plus, ce cabinet d'avocats, il met une petite jeunette. Allez, on va être gentil, parce qu'on m'a traité de misogyne. Voilà, il a confié le dossier de l'extradition d'Abdeslam Bouchouareb, ce cabinet d'avocats, donc qui est juif du Maroc, à une jeune avocate qui a 5 ans de métier. En Algérie, elle n'aurait même pas le droit de déposer un dossier à la Cour suprême, au Conseil d'État, parce qu'en Algérie, il faut avoir 10 ans de métier pour être agréé Conseil d'État et Cour suprême. Donc, vous voyez... Le président de la République, c'est Abdelmadjid Tebboune. Il fait tout ce qu'il peut pour rapatrier l'argent que ses anciens ministres cachent dans les banques occidentales ou asiatiques. Mais s'il est entouré de personnes qui ne veulent pas que les choses avancent, il ne peut rien faire, le président, c'est Abdelmadjid Tebboune. Et c'est la raison pour laquelle je soutiendrai toujours l'action anticorruption du président Abdelmadjid Tebboune, car je sais que c'est extrêmement difficile de lutter contre la corruption en Algérie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un organisme qui dépend de la Commission européenne qui a décidé d'intégrer l'Algérie dans la liste grise, c'est-à-dire des pays qui ont des difficultés à lutter contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Donc je lance un appel à tous les Algériens: considérez ce rapport comme une attaque
contre notre pays et il faut défendre notre pays sur le plan juridique, sur le plan intellectuel, sur le plan médiatique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, pour empêcher que ces anciennes puissances coloniales continuent à nous donner des leçons ou de civilisation, ou de démocratie, ou de droits de l'homme, ou de lutte contre la corruption. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Wallah yarham shuhada.